Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une, ce lundi 2 mars, troisième jour de conflit au Moyen-Orient. Les frappes se poursuivent, de nombreux pays sont désormais impliqués. Nous rejoindrons dans un instant notre correspondant aux États-Unis où l'administration Trump entend bien intensifier ses opérations. Vous entendrez ce qu'en pensent les Américains et Iraniens installés en Californie. Et nous serons ensuite en ligne avec une ressortissante monégasque à Dubaï, pays également touché par la riposte iranienne. Dans un autre registre, vendredi, nous célébrerons, comme chaque année à Monaco, la Journée internationale des femmes, avec le retour du Power, l'événement proposé par le Comité pour les droits des femmes. Sa déléguée, Céline Cota-Lorda, sera notre invitée. Dans ce journal également un peu de gastronomie. Le Beef Bar a plus de 20 ans. L'institution fondée en 2005 à Monaco s'étend désormais à plus de 20 pays et même en mer et dans les airs. Riccardo Girodi, à la tête de cet empire pharaonique, sera notre deuxième invité. Et puis c'est encore de l'art. La peinture à l'huile séduit les artistes, mais pas que. Le pavillon Bosio propose des initiations. Nos reporters ont testé pour vous. 3 jours après les premières frappes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, la guerre s'intensifie et s'étend au Moyen-Orient. Tandis que l'Iran riposte en bombardant plusieurs pays de la région, le président américain Donald Trump a quant à lui déclaré, je cite, que les opérations de combat se poursuivent pour le moment à plein régime et se poursuivront jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints. Fin de citation. Une tension géopolitique au plus haut niveau qui inquiète les dirigeants, mais aussi bien sûr les citoyens eux-mêmes. Rejoignons notre correspondant aux États-Unis pour commencer. Bonsoir Bastien Bory, on vous retrouve à San Francisco. Expliquez-nous quelle est l'atmosphère autour de vous, comment réagissent les Américains à cette opération militaire, la soutiennent-ils ? Bon, les Américains sont peu surpris en réalité, puisque ça faisait plusieurs semaines que ce déploiement massif de l'armée américaine dans le Golfe Persique avait commencé. C'est fin janvier que les médias, les réseaux sociaux ici ont commencé à montrer les premières mobilisations de soldats américains sur place, puis l'arrivée du premier porte-avions USS Lincoln près des côtes iraniennes, etc. En revanche, il y a, oui, tout de même une source d'inquiétude ici, c'est l'ampleur de ces frappes américano-israéliennes et l'ampleur des représailles qui pourraient en résulter. Peu de gens aux États-Unis s'attendaient au fond à ce que le guide suprême de la République islamique d'Iran soit pas seulement touché, mais tué. Il faut se rappeler que c'est un chef d'État qui vient d'être éliminé par une armée étrangère. C'est un fait d'une certaine gravité, un fait rarissime dans l'histoire récente. En conséquence, ordre vient d'être donné ici par le département de la sécurité intérieure de rehausser le niveau d'alerte à l'échelle nationale dans tout le pays avec cette possibilité de représailles venant non pas tant d'Iran, mais plutôt d'individus déjà présents sur le sol américain et qui pourraient passer à l'acte de manière isolée. Cela dit, dans cette nouvelle guerre qui pourrait durer au moins un mois selon des sources militaires américaines, les voix les plus audibles pour l'instant sont celles de la diaspora iranienne. C'est le cas à San Francisco, une diaspora, on le sait, nombreuse, 200 000 personnes, plutôt bienveillantes à l'égard de Donald Trump et dont une partie manifestait hier, on va le voir, contre le régime islamique iranien, une manifestation à laquelle ont participé aussi de nombreux Américains. People of Iran are still protesting. They still want the downfall of the Islamic Republic, and we're here to support them and echo all of their protests and echo all of their chants and make as big of a presence as possible. I think the younger generation in Iran is so powerful. They're so motivated. They see what the rest of the world is like on the internet, and you can no longer hide this concept of freedom from them. So I'm very certain that if the global community participates and helps us, we can bring down this theocracy. They're not asking for money, they're not asking for arms, they're not asking for anything. They're asking for the world to know what they are requiring and what is happening, with the people who are just basically asking for freedom. Et pour d'autres personnes, la situation soulève aussi des inquiétudes. Depuis le début des hostilités au Moyen-Orient, 131 villes au total ont été touchées par des frappes selon le Croissant Rouge, avec pour conséquence l'annulation de centaines de vols à destination et au départ de cette région du monde. De nombreux voyageurs et ressortissants se retrouvent donc bloqués. C'est le cas de plusieurs monégasques aux Émirats Arabes Unis. Nous sommes en ligne avec Sacha Viviani. Bonsoir, vous êtes résidente à Dubaï et vos parents vous ont rendu visite. Ils ne peuvent plus repartir. Expliquez-nous la situation. Oui, tout à fait. On a appris le déroulé des événements samedi. On en a pris connaissance samedi. Il n'y avait pas eu d'évolution particulière à Dubaï à ce moment-là. Plus tard, dans l'après-midi, on a entendu les premières détonations et ensuite, les choses se sont accélérées au cours de la journée.
Sacha, cela fait peu de temps que vous résidez à Dubaï. Quelles sont les informations dont vous disposez à ce stade? Est-ce que vous savez au moins si vous pourrez être rapatrié? On a eu connaissance des informations officielles au fur et à mesure de la soirée. Les informations étaient assez claires. Il fallait suivre les recommandations de sécurité, rester chez soi, éviter de sortir. Et concernant la rapatriation, on sait à ce stade que l'espace aérien est toujours bloqué, mais peut-être qu'il va y avoir une évolution dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et est-ce qu'après le début du conflit, vous souhaitez justement vous aussi quitter le territoire émirati avec vos parents? Je l'imagine peut-être. Je vais voir comment les choses évoluent dans les prochains jours, mais je le considère, oui, effectivement. En attendant que ça se décante, est-ce que vous êtes à l'abri si jamais ça se corse? Est-ce que vous ne craignez pas de problème pour vous ravitailler ou bien est-ce que la situation est globalement sous contrôle? Oui, alors j'ai l'impression que ça dépend des quartiers, certains quartiers étant peut-être plus affectés que d'autres. Là où on se situe, la situation est relativement calme. Les résidents ont l'air calmes, les voyageurs ont l'air calmes, et il n'y a pas eu un nombre important de personnes qui se sont précipitées dans les supermarchés. Voilà, la vie a l'air de continuer, les services continuent aussi, tout est ouvert. En tout cas, on se sent plutôt à l'abri et après, la situation varie. Les hôtels ont aussi pris en charge les voyageurs et ont proposé de mettre à disposition certains services et un lieu pour se protéger. Merci beaucoup Sacha Viviani, résidente à Dubaï, pour votre témoignage et on espère qu'une solution se présentera dès que possible pour vous et vos parents. Tout autre chose à présent, la journée internationale des droits des femmes est célébrée comme chaque année le 8 mars dans une majorité de pays, à quelques exceptions près, comme chez nous à Monaco où elle reviendra ce vendredi 6 mars. Pour l'occasion, le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes relance son fameux Power, contraction des mots pouvoir et elle en anglais. Un événement qui propose différentes activités initiatiques et ludiques autour de la protection des droits des femmes. Pour en parler, la déléguée interministérielle chargée du comité, Céline Cotalorda, est en duplex avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de votre présence sur Monaco Info. C'est déjà le retour du Power vendredi à l'espace Léo Ferré. On ne voit plus le temps passer. Alors cet après-midi, vous avez présenté les temps forts qui seront au programme. Que faut-il en retenir si vous deviez résumer? Bien, cette journée Power va raconter et mettre en avant les inégalités en matière de santé et de sport à travers le parcours de vie d'une femme. On pourra découvrir plusieurs animations à l'espace Léo Ferré, avec d'abord une exposition photographique avec des sportives monégasques, et puis autour d'une piste d'athlétisme, 8 ateliers qui vont permettre de voyager un petit peu dans le temps, depuis l'enfance jusqu'à l'âge senior, pour découvrir, apprendre et s'amuser sur ce sujet de la santé, du sport. Et puis on terminera ce parcours par une œuvre collective qui sera installée sur la scène. Qui est attendu à cet événement cette année ? Alors l'événement est ouvert à tous les publics, l'entrée est libre et gratuite entre 11h et 17h à Léo Ferré, mais plus particulièrement nous aurons des classes de collégiens qui vont venir, au total 10 classes qui vont venir sur l'événement. On aura également des jeunes du centre de formation de l'ASM, parce que pour nous c'est vraiment important de toucher les jeunes, éduquer, c'est un des maîtres mots de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut commencer dès le plus jeune âge et c'est pour ça que c'était vraiment pour nous un point essentiel que d'impliquer cette jeunesse donc à travers la visite des classes et puis à travers également une autre épreuve qui est le concours d'éloquence qui se déroulera un petit peu plus tard dans la soirée. Et alors justement, on va en reparler un petit peu de ce concours d'éloquence, mais juste avant, pour aller un petit peu plus loin dans le message, pourquoi c'est important pour vous, pour votre comité, de proposer chaque année un vrai grand événement consacré aux droits des femmes? Est-ce que l'objectif est avant tout d'informer le public, de le sensibiliser? Est-ce qu'il n'est peut-être pas encore acquis totalement? C'est vrai que la journée des droits des femmes, c'est un moment important. C'est un moment qui nous permet de rappeler le chemin qui a été parcouru par les femmes pour faire évoluer leurs droits, de saluer tout ce qui a déjà été fait. Il n'y a encore pas si longtemps que ça. On peut se rappeler que les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas accès au compte bancaire du ménage, et ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, il faut regarder d'où l'on vient et puis regarder encore ce qui nous reste à parcourir.
ouvrir puisque des inégalités persistent, notamment en matière de droit. Et c'est d'ailleurs l'ONU qui a estimé à 286 ans la durée qu'il nous faudrait pour atteindre l'égalité en droit au rythme où vont les choses actuellement. Donc oui, cette journée est indispensable, essentielle même, pour rappeler qu'il y a encore du chemin à faire. Et même si c'est le 8 mars, une journée, un temps fort dans le calendrier du comité, j'ai envie de dire que le 8 mars, c'est toute l'année, c'est le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. En fait, l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut en parler tout le temps. Voilà, le 8 dans le monde, le 6 à Monaco, mais c'est une date qui touche tout le monde. Parlez-nous un petit peu du thème du concours d'éloquence dont on parlait juste avant, le concours d'éloquence des lycéennes et lycéens qui sera organisé vendredi soir au sein du grand hémicycle du Conseil national. Le thème est une histoire d'égalité, d'ego, EGO à ego, EGAUX. Expliquez-nous ce que veut dire ce titre. Ah bah justement, c'est tout ce qu'on va demander aux participants de nous dire. C'est un sujet qui nous a semblé intéressant parce qu'on peut l'aborder de différentes manières. Donc je ne vais pas dévoiler ici ma vision. J'ai envie surtout d'entendre, et j'ai hâte d'entendre les jeunes et ce qu'ils ont à nous dire. Ça nous tenait vraiment à cœur de refaire ce concours d'éloquence. On l'a fait déjà une première fois l'année dernière. Ça avait été un succès et avec le Conseil national, on avait beaucoup apprécié ce moment. Et quand on a reparlé de ce qu'on allait faire pour la journée du 8 mars, très naturellement, le concours d'éloquence s'est imposé et le faire dans le grand hémicycle du Conseil national, ça nous semblait particulièrement approprié. Donc, je tiens aussi à remercier le Conseil national de nous accueillir une nouvelle fois pour cette finale. Et juste un petit mot encore, en termes de succès, on a 22 candidats qui sont inscrits. Il va y avoir une présélection pour retenir 10 candidats en phase finale. Donc, par rapport à l'année dernière, c'est encore plus d'inscriptions. Donc, on voit qu'il y a un engouement et que visiblement, ces jeunes ont des choses à dire sur le sujet d'égo à égo, une histoire d'égalité. Et donc, on a hâte de les entendre. Voilà donc pour le programme de la journée des droits des femmes que Monaco célébrera ce vendredi 6 mars à l'espace Léo Ferré avec le Power, impulsé par le comité pour les droits des femmes. Et je rappelle que le concours d'éloquence des lycéennes et lycéens au Conseil national le soir même sera à suivre en direct sur Monaco Info dès 18h30. Merci beaucoup Céline Cotalorda d'avoir été avec nous. Merci à vous. Du rose au bleu, le mois de mars est celui de la sensibilisation au cancer colorectal qu'on appelle le Mars bleu. 20 ans après son lancement, le gouvernement princier participe à cette campagne avec le Palais qui, comme vous le voyez, s'illumine pour l'occasion. Une manière de rappeler en couleur l'importance du dépistage de cette tumeur qui représenterait la 2e cause de mortalité par cancer en France, surtout chez les plus de 50 ans. Le cancer colorectal peut se détecter tôt et il se guérit dans 9 cas sur 10, donc pensons au dépistage tous les 2 ans à partir de la cinquantaine. Et pour évoquer plus en longueur cette question, nous recevrons demain Bruno Taillant, responsable du Centre monégasque de dépistage. C'est une institution qu'on connaît tous. Le Beef Bar a ouvert ses portes pour la première fois en 2005 en Principauté. S'en sont suivies de nombreuses autres adresses, implantées dans plus de 20 pays maintenant. L'empire colossal de ce steakhouse raffiné a un visage, celui de Riccardo Giraudy, qui est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre antenne ce soir. Vous êtes le fondateur du Beef Bar. La marque fête ses 21 ans cette année et comme je le disais, elle est devenue un véritable empire qui a conquis la moitié de la planète. Vous êtes toujours aussi fier de le voir continuer à évoluer 2 décennies plus tard? Écoutez, tout à fait. Tout d'abord, ça me fait extrêmement plaisir de voir cette marque poursuivre dans le temps. Vous savez, on a créé cette marque il y a 21 ans, comme vous dites, sur le port de Fontvieille avec 3 amis. Et à la base, c'était vraiment pas un jeu, mais c'était un pari. On avait envie de s'amuser, on avait envie d'un petit peu de s'éclater. Et jamais, vous savez, on avait imaginé construire quelque chose. Et c'est venu petit à petit, c'est venu avec le temps. Et ça n'a pas été calculé. Donc je pense que ça, c'était une des plus belles histoires de cette marque, qu'elle a grandi organiquement et toujours elle a su se maintenir jeune. La chose qui est la plus importante dans ce monde aujourd'hui, qui évolue constamment. Et elle a suivi un petit peu l'évolution de Monaco aussi, donc, et elle a fait rayonner Monaco un petit peu à l'étranger, chose qui est pour moi une très grande fierté. Aujourd'hui, tout le monde connaît le nom du Beef Bar. Justement, rappelez-nous ce qui fait la particularité de vos restaurants. Vous avez voulu repenser l'univers du steakhouse, mais en plus sophistiqué, plus élégant. Oui, voilà, exactement. Alors à la base, vous savez, le steakhouse, c'était ces restaurants américains qui étaient un petit peu,
vous imaginez, il y a 20 ans, c'était un peu le look cowboy, les vaches, les peaux de vache, tout ce qui était un petit peu, qui n'était pas très glamour. Et on avait le produit parce que nous, de base, on importe la viande en Europe. Et à la base, personne ne achetait notre viande. Elle était trop chère. Il fallait expliquer qu'il n'y avait pas d'hormones. Il fallait expliquer toute une éducation qui a pris 20 ans pour le coup. Et à la base, le restaurant était vraiment né pour éduquer surtout les chefs. Et donc ça a été vraiment presque une école aussi pour moi-même. Et nous avons appris à travers le produit qu'il fallait faire quelque chose d'un petit peu différent. Il fallait faire quelque chose d'un peu plus glamour. Il fallait faire quelque chose qui soit lifestyle, parce que c'était le début des marques de mode qui devenaient dans la restauration. La restauration devenait un peu comme la mode. Et donc, on a voulu tourner le produit en le glamourisant un petit peu. Et encore une fois, je répète, mais grâce à Monaco, cette image du pays a permis aussi à la marque de pouvoir se développer à l'étranger plus rapidement que prévu. Est-ce que le menu est vraiment différent d'un restaurant à un autre? C'est-à-dire que si on va par exemple au Beef Bar de Marrakech ou à celui de Hong Kong, est-ce qu'on va y trouver des saveurs locales? Alors vous savez, justement, je suis en train de changer un petit peu mon fusil d'épaule parce que pendant des années, on a essayé de se rapprocher toujours de plus en plus de, je dirais pas de photocopier, mais de garder les icônes de chaque pays, d'essayer de transporter le même menu. Et dernièrement, on s'est rendu compte que la clientèle a besoin aussi de quelque chose d'innovant. Les codes du luxe ont changé aussi. Et donc, on va travailler beaucoup des menus locaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la carte va avoir entre 30 et 40% de plats avec l'âme de la ville dans laquelle le restaurant se trouve. Donc, à Marrakech, on s'est vachement amusé parce que je l'ai faite la semaine dernière parce qu'on va ouvrir. Et il y a des plats comme les tagines, tous les couscous, les briouates, les cigares avec du wagyu, avec les pastillas au bœuf de wagyu, ça c'est incroyable. Donc on s'amuse aussi et ça permet aussi à nous en tant que créateurs de pouvoir s'exprimer un petit peu plus aussi. Le Beef Bar est aujourd'hui établi dans 25 pays, très exactement, si je ne dis pas de bêtises, mais pas que. La marque sert aussi les clients en mer et dans les airs. Expliquez-nous. Oui, c'est vrai. Donc oui, on a 25 pays, si vous le dites, je pense que je vous crois, c'est en constante évolution. Je sais qu'on en a une quarantaine d'ouverts et une dizaine d'ici les 2 prochaines années. Et puis on a aussi signé des contrats avec Crystal Cruise pour l'emmener avec Nobu sur les bateaux de croisière de luxe et avec VistaJet pour pouvoir faire du catering à bord, là où il y a des restaurants et des aéroports à proximité. Comme ça, on peut manger le jambon de bœuf de Kobe ou le smash burger à bord ou dans les airs. C'est assez marrant. Riccardo Giraudy, votre empire ne cesse de grandir depuis plus de 2 décennies. Est-ce que vous prévoyez d'ouvrir encore de nouvelles adresses prochainement? Des choses à nous annoncer? Oui, alors vous savez, à la base, je suis quelqu'un d'assez créatif. On pense toujours à moi comme un businessman. Évidemment, je sais compter, mais c'est pas ça qui m'anime. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour d'autres marques, pour du fast-food, pour du premium fast-food. Là, à Monaco, on vient d'ouvrir un nouveau concept de burger à la place de Gruber's. On l'a ouvert la semaine dernière. On va agrandir le Beef Bar. Je vais ouvrir un concept de pizza. Je vais faire un bar à vinyle aussi. J'essaie de m'éclater. J'essaie de faire ce métier en me levant le matin, en créant des recettes, en faisant des dégustations avec mes chefs et toujours innover. Donc je ne sais pas s'il y en aura beaucoup plus, beaucoup moins. Je ne peux pas vous le dire. Encore une fois, rien n'est calculé. Tout vient beaucoup de l'instinct. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aime le faire et j'aime le faire d'ici. Et j'espère qu'il y a encore beaucoup d'autres nouvelles aventures. Voilà, et puis ça fonctionne puisque ça plaît. Donc voilà pour ces adresses. Merci beaucoup, Riccardo Giraudy, fondateur du Beef Bar, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Tenez-vous bien, c'est pas facile à prononcer. Ce dimanche avait lieu la 25e bourse numismatique, philatélique, cartophile et placomusophile au château des Terrasses de Cap d'Aille. Un rendez-vous très important pour tous les collectionneurs qui souhaitent par leur œuvre continuer à faire vivre le passé et passer le témoin culturel de génération en génération. Yannick Debever et Hugo Comaza sont partis à la recherche de pièces d'exception. Regardez. Pour certains, ce ne sont que des babioles, mais pour d'autres, ce sont de véritables œuvres d'art miniatures. Timbres, cartes postales, pièces de monnaie et autres plaques de muselé font l'objet de convoitises dans le monde des collectionneurs, motivés par la richesse du passé et le désir de sauvegarde d'une culture. On a 2 types de collectionneurs. Ce sont ou des gens qui sont tombés dans la collection quand ils étaient petits parce qu'ils ont hérité d'une collection de leurs parents, grands-parents, ou bien des gens tout simplement passionnés de Monaco qui découvrent à travers des cartes postales parce que c'est pas très cher, c'est assez facile d'accès et qui découvrent une page d'histoire de Monaco qu'on ne connaît pas.
Par exemple, le passage du tramway, le casino avec les 2 horloges, la construction du port, donc le port avant les digues, etc. Et donc ce sont des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et là, pour à partir de 50 centimes, on peut avoir l'image à la maison. La philatélie est une des plus anciennes catégories de collection. Au château des Terrasses de Cap-d'Aille, la bourse permet chaque année de réunir des passionnés toujours en recherche des pièces manquantes. On a un bouquin répertorié Hiver et Tellier dans lequel je note les timbres acquis. Et ceux que j'ai pas, donc les manquants, je les cherche auprès des gens qui sont là pour les vendre ou pour les changer, quoi, voilà. Les timbres de Monaco sont assez cotés, ils le méritent, ce sont de très jolis timbres. Et il y a des beaux feuillets également. Regardez, ils sont magnifiques les timbres de Monaco. Ce sont des séries complètes, ils sont magnifiques. C'est le dernier chose de Monaco qui me reste. Aussi magnifiques soient-ils, tous ces objets disparaissent petit à petit avec le temps. La faute aux nouvelles générations qui déplacent leur centre d'intérêt et deviennent moins sensibles au savoir-faire ancien. Ma fille, ça ne l'intéresse pas, mes petites filles non plus. Donc je suis en train de voir pour essayer de vendre au mieux mes ballons montés à quelqu'un qui collectionne. Parce que ça me ferait de la peine que tout cet amas d'histoire, parce que c'est vraiment de l'histoire de France. Ça. Gambetta est parti de Paris avec un ballon monté à l'époque quand même. Et je sais pas, ça fait partie d'une histoire. Puis lire tous ces courriers personnels, si vous voulez, moi ça me prenait là, vraiment. Là. Chaque collection revêt un aspect très personnel et c'est sans doute aussi pour cela que ce marché reste confidentiel. Mais tant que des hommes laisseront parler leur cœur pour partager une mémoire commune, le passé continuera d'exister dans le présent. Les vacances scolaires sont souvent l'occasion de libérer du temps pour découvrir de nouvelles activités. À Monaco, bon nombre de stages sont proposés pour s'occuper de manière aussi ludique que pédagogique. Et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la peinture à l'huile au pavillon Bozio. Yannick Debever, Arnaud Imbert, Bastien Pigeon et Alban Gingembre. C'est dans une salle du foyer Sainte-Dévote que la mairie de Monaco organisait cette semaine un stage de peinture à l'huile sur bois. Pendant 5 jours, les apprentis ont pu découvrir les bases de cette technique avant de se lancer dans la réalisation d'une ou plusieurs œuvres guidées par l'artiste Laure Fissor. Moi, j'essaie d'accompagner chacun individuellement et puis en fonction des projets et de les aider. Et de donc évidemment, au début, il y a toute une partie un peu technique d'explication de la spécificité, des différentes couches, comment on va venir les appliquer, des différents pinceaux aussi, tous les outils. Et on a commencé par préparer le support et puis ensuite, petit à petit, démarrer le travail et puis l'approfondir le plus possible. La peinture à l'huile est une technique qui met beaucoup de temps à sécher. La réalisation des œuvres est donc plus longue qu'avec de l'acrylique par exemple. Travailler son tableau sur une semaine est donc l'idéal pour cette dizaine d'apprentis venus s'enrichir collectivement. Dans une journée, on continue notre œuvre. Il faut prendre du recul. Donc parce qu'il ne faut pas être complètement collé à l'œuvre pour comprendre les choses qui se passent. Et puis c'est un moment de partage aussi. On voit les autres ce qu'ils font, même si on est chacun dans un truc complètement différent, même si on prend un même modèle, on va faire des choses différentes en fait. À chaque vacances, des stages sont organisés par l'École supérieure d'art plastique. Pour la période de Pâques, le pavillon Bozio proposera une initiation au croquis en extérieur. Nous sommes le 2 mars, c'est la journée mondiale du livre qui se célèbre au Royaume-Uni et en Irlande, à distinguer avec la journée mondiale du livre et du droit d'auteur du 23 avril, instaurée par l'UNESCO. Mais les deux dates se valent, elles mettent l'accent toutes les deux sur l'amour de la lecture. Alors nous avons voulu savoir quel était le plus beau livre que vous ayez lu. Voici vos réponses au micro d'Alban Gingembre. Je lis beaucoup Frédéric Lenoir. Il parle beaucoup d'un peu de philosophie, de bien-être, voilà. Sinon, je lis très peu. En ce moment, c'est Lucinda Riley avec les 7 sœurs. C'est une très belle histoire qui se passe dans une sorte de château, disons, au bord du lac Léman. Et ce sont des jeunes filles qui ont été adoptées. Elles ne savent pas le pourquoi de cette adoption. Et chacune cherche à retrouver ses origines. C'est fabuleux, c'est très bien écrit. 3 mousquetaires. Écoutez, c'est l'amitié, le soutien et l'idée. Harry Potter. Pourquoi ? Parce que c'est sympa, c'est un monde intéressant et on s'évade. On a fait La Morte amoureuse. C'était un des livres qu'on a fait en français. C'était
C'était bien. La citadelle du vertige, il me semble, elle s'appelait comme ça. Mais j'ai bien aimé l'histoire parce que ça faisait un peu peur. Et du coup, moi, j'aime bien ce type d'histoire. High Output Management, c'est l'ancien CEO de Intel, qui était considéré un des meilleurs CEO de Intel. Et en fait, dans ce livre, il évoque toutes les stratégies de production, de ligne de production, toutes les petites choses à changer pour que ton entreprise marche comme une machine sans aucun défaut. Carlos Ruiz Zafón is a novel, it's a saga of books based in Barcelona. That's why I decided to move to Barcelona. It's a father and a son that own a library, and it's based, it's occurs in the downtown of Barcelona, so it's really like romantic there. Voilà, et avant de refermer ce journal, un mot de sport avec cet exploit signé Monaco United qui s'est qualifié hier pour les demi-finales de la Coupe Méditerranée après sa victoire sur le terrain du FC Rousset. Une équipe de division 3, 2 échelons au-dessus de Monaco qui n'a pourtant pas résisté à la vigueur des joueuses de Marco Simone. Cette performance majeure pour Monaco United illustre une nouvelle fois le niveau déjà atteint par l'équipe et son potentiel très prometteur. Bravo à elle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Alexandra Pani pour les prévisions météo. Juste après, les experts du foot, exceptionnellement présentés à 3 ce lundi. Christophe Paco, Grégory Campi et Olivier Végnot. Je vous laisse sur les dernières images de la patinoire de Monaco avant sa fermeture jusqu'à l'hiver prochain. Cliché signé Philippe Fit. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19h. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les prévisions météo de ce mardi. La journée sera largement ensoleillée avec des températures très agréables pour ce début de mois de mars. Le thermomètre affichera jusqu'à 17 degrés. Il faudra tout de même compter sur une jolie brise dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h01 et se couchera à 18h22. Nous souhaiterons une bonne fête au Guénolé, un prénom d'origine bretonne et associé au fondateur de l'abbaye de Landévennec. En ce 3 mars, nous célébrerons également la journée mondiale de la vie sauvage, l'occasion de célébrer les nombreuses formes aussi belles que variées de la faune et de la flore sauvage et de nous rappeler le besoin urgent de les protéger. Je vous souhaite une belle soirée sur Monaco Info.